Bonjour, je m'appelle Valentin Leneutre, élève en deuxième année, et ma partie dans ce projet est le câblage ainsi que la partie électronique. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Boucher et je suis en charge de la partie mécanique et du montage du robot au sein de ce projet. Bonjour, je suis Étienne Mondel et je suis responsable programmation pour ce projet. Très bien, alors concernant la première partie mécanique, pour la première partie du projet, c'est-à-dire l'épreuve du labyrinthe, on a composé le robot de 3 grosses parties distinctes. On retrouve la base du robot, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est-à-dire le châssis plastique avec les roues, donc ici même. Également les moteurs sur le côté avec leur cache, donc ces derniers sont emboîtés dans les roues afin de faire fonctionner l'ensemble de la roue. On retrouve aussi donc la roue folle à l'arrière du châssis. C'est donc à l'arrière du robot que la plus grosse partie du poids va se situer, et également une vis de butée à l'avant. Alors pourquoi cette vis de butée? Tout simplement parce que notre robot partait un peu trop vers l'avant lors des freinages dans le labyrinthe. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ni plus ni moins que des rondelles de nylon, afin de redonner un peu d'équilibre au robot. Très bien, donc à présent, pour la deuxième partie du robot, nous avons opté pour une plaque de plexiglas, que vous pouvez voir ici sur la vidéo. Donc de dimension 18 cm par 12, histoire d'avoir une plaque plus grande que le circuit, afin d'avoir la place pour fixer chaque capteur, et la visserie souhaitée pour fixer le châssis et le circuit dessus. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette plaque? Ça va être rapide, écoutez. On retrouve nos 3 capteurs, donc un en façade, un à droite et un à gauche. Donc c'est une plaque qui est destinée à être située entre le châssis et le circuit, et on aura l'occasion de voir sa position un peu plus loin lors du montage du robot. Donc voici la troisième et dernière partie du robot. C'est ni plus ni moins que le circuit imprimé qui nous a été fourni. Donc c'est le cerveau du robot, voilà. Donc on retrouve le pont H et le micro P. Donc je vous propose juste de regarder un petit peu le montage de notre robot et on se retrouve juste après. Alors voilà, le robot est assemblé, on retrouve bien en bas le châssis, la plaque plexi et le circuit imprimé. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien différents étages avec des vis de tailles différentes. On peut ainsi réduire ou augmenter la taille du robot. En revanche, pour ce qui est des vis entre le châssis et la plaque de plexi, on a opté pour des vis de 8 cm afin de surélever le plexi, oui. Comme ça, le plexi passe au-dessus des murs dans le labyrinthe et le robot n'entre pas en collision avec les murs. Quoi d'autre? En ce qui concerne la batterie, donc voilà, c'est cette batterie ça.
C'est une batterie d'hélicoptère téléguidé, c'est une batterie de 11 volts, 1800 mAh. Donc c'est pas celle d'origine, hein, bien sûr. Et afin de répartir le poids, nous avons disposé cette fameuse batterie entre les deux moteurs, donc comme ça. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Donc nous avons également dû mettre un radiateur sur le régulateur 5 volts ici, car on s'est rendu compte que le régulateur pouvait chauffer assez vite lors de l'utilisation du robot. Quoi qu'il en soit, ma partie mécanique se termine ici. Je vous remercie beaucoup. Pour débuter, les exercices d'initiation étaient simples. Nous devions effectuer des branchements sur les ports A du microprocesseur, de la patte 2 à la patte 7. Les premiers branchements étaient accessibles, 1 ou 2 fils suffisaient. L'objectif était de découvrir la programmation d'un composant électronique, ici le PIC. Nous avons appris à mettre en place des délais, puis l'utilisation de boutons en vue des interruptions. Maintenant, nous étions capables de gérer une information et de la traduire en une réaction extérieure. Nous maîtrisions les inputs et les outputs. Une fois ces connaissances acquises, il nous a fallu comprendre et maîtriser le pont en H. Nous avons commencé par trouver les pattes 5, 6, 17 et 18 qui doivent être reliées à la masse. La seconde étape a été de détecter les pattes dont nous allions nous servir. Les pattes d'entrée du pont, INA1, INA2, INB1, INB2, et les pattes de sortie, OUT A1, OUT A2, OUT B1, OUT B2. Le principe du pont en H est de faire tourner deux moteurs dans un sens ou dans l'autre, suivant l'état des entrées. Voici la table de vérité du pont, nous indiquant les combinaisons d'entrées pour obtenir la rotation souhaitée des moteurs. On remarque que lorsque les deux entrées sont nulles, alors les moteurs ne tournent pas. Puis, lorsqu'une entrée est mise à 1, alors le moteur tourne dans un sens. Lorsque l'autre entrée est mise à 1, le moteur tourne dans l'autre sens. Mais il est nécessaire de laisser une des deux entrées à 0. En revanche, lorsque les deux entrées sont mises à 1, il ne se passe rien. Cette combinaison est dite interdite. En effet, il faut programmer le microcontrôleur pour délivrer pendant un certain temps la combinaison à certaines pattes de sortie. Nous avons choisi les ports C. Par ailleurs, nous avons câblé les pattes de sortie choisies sur les ports d'entrée du pont. Afin de permettre au moteur de tourner, le pont en H doit lui-même être alimenté. C'est lui qui délivrera le courant au moteur. Pour cela, les pattes VSA et VSB sont connectées au régulateur 5 volts de la carte. Afin que les branchements soient terminés pour la partie moteur, il faut connecter les pattes de sortie du pont au moteur, à savoir les pattes OUT A1, OUT A2, OUT B1 et OUT B2. Techniquement, suivant la combinaison donnée aux pattes d'entrée, soit la première sortie est mise à 5 volts et donc la deuxième à 0 volts, soit la première sortie est mise à 0 volts et donc la deuxième à 5 volts. À cette étape, il ne faut pas inverser les branchements pour éviter toute mauvaise surprise lors des tests, en sachant que tout peut se modifier dans la programmation. Passons maintenant aux ultrasons. De la même façon que pour le pont en H, nous avons effectué des petits exercices simples pour comprendre leur fonctionnement. En réalité, le capteur est composé d'un émetteur et d'un récepteur. Le capteur émet une onde, elle rebondit sur l'obstacle, puis il la réceptionne. Le capteur calcule la distance entre l'obstacle et lui-même, puis il envoie en écho une image temporelle de la distance sous forme de signal électrique destiné au pic. Après avoir lu la datasheet du capteur intelligent,
nous avons constaté 4 pattes de branchement. Une 5 volts et l'autre 0 volts, l'alimentation, commune pour les 3 capteurs. Nous avons donc judicieusement relié toutes les pattes 5 volts entre elles et toutes les masses entre elles, afin d'économiser du câble. Il suffisait de connecter toutes les pattes 5 volts à la sortie du régulateur de la carte et toutes les 0 volts à la masse. Par la suite, chaque capteur contenait 2 pattes, une d'entrée trigger et une de sortie echo-output. Du point de vue du microcontrôleur, il fallait relier la patte trigger à une patte de sortie pour donner l'impulsion au capteur. Celui-ci se charge de mesurer la distance et renvoie un signal en écho. Cette patte doit être reliée à une patte d'entrée du microcontrôleur pour connaître la distance avec l'obstacle. Nous avons rencontré un problème. Il y avait donc 6 pattes à connecter. En choisissant au hasard, nous avons branché sur les ports B6 et B7, qui sont réservés aux P-kits, donc interdits. Il a donc fallu utiliser d'autres pins. Nous allons donc entamer la partie programmation de cette présentation. Tout d'abord, voici au travers des premières lignes de code la structure globale de notre programme. Je vais juste m'attarder quelques instants sur le premier include ainsi que sur le typedef qui sont les seuls éléments un peu particuliers de ce début de code. En effet, concernant le include donc 18f4620.h, il faut savoir que celui-ci n'est pas le header fourni par le logiciel MPLADIX, mais un header un peu plus complet que j'ai trouvé sur internet qui permet l'utilisation du module de PWM, donc Pulse Width Modulation, qui est un module intégré à notre PIC permettant la génération de signal créneau. Ensuite, pour ce qui est du typedef, il définit en fait simplement une structure de données qui permettra par la suite de retourner plus facilement les mesures prises avec les capteurs à ultrasons lors des phases de mesure. Cette structure de données est constituée d'un tableau à 3 éléments, donc de int16, permettant le stockage en fait des périodes de retour des capteurs à ultrasons mesurés en microsecondes. Ensuite, les deux derniers éléments de ce typedef sont un autre int16 permettant le stockage du module de la différence entre les périodes mesurées à droite et à gauche, et donc le char qui permet le stockage du signe de la différence précédente. Nous allons maintenant voir comment, du point de vue logiciel, se dirige notre robot. Tout d'abord, on remarquera que le main contient une longue liste d'instructions. Il s'agit en fait de la retranscription de la géométrie du labyrinthe. En effet, nous avons choisi de ne nous baser qu'à moitié sur les éléments extérieurs et d'intégrer le reste du parcours directement dans le programme. Ainsi, le robot sait à l'avance ce qu'il doit faire et n'a donc plus qu'à atteindre ses points de repère préenregistrés pour effectuer ses rotations. Cette technique utilise donc 3 fonctions principales qui sont avancer au mur, avancer au passage et quart de tour. Les deux premières recevant des paramètres pour préciser comment le robot doit tenir compte du milieu extérieur. Elles font par la suite appel à 2 fonctions secondaires chargées justement de tenir compte du milieu extérieur, qui sont les fonctions mesurer distance et rectifier trajectoire. Le robot peut ainsi avancer sur un parcours préenregistré tout en compensant les éventuels écarts de trajectoire et le déchargement de la batterie. Mais surtout, cette technique limite le nombre de temporisations utilisées dans le programme, qui permet d'avoir actuellement un programme n'utilisant que 2 temporisations, une pour la rotation à droite et une pour la rotation à gauche. Alors, une petite explication tout de même sur ce que j'entends par tenir compte du milieu extérieur. En fait, il faut savoir que le robot possède 3 capteurs à ultrasons, un devant et un de chaque côté, donc à droite et à gauche, qui lui permettent de connaître approximativement la distance au mur assez rapidement. Et la fonction donc mesurer distance effectue des mesures sur les 3 capteurs en même temps et les retourne donc au travers de la structure de données que nous avons vue tout à l'heure.
Ensuite, les fonctions avancées au mur et avancées au passage analysent ces résultats pour savoir si à l'avant, par exemple, la distance se réduit suffisamment par rapport au mur, ou pour la fonction avancée au passage, savoir si la distance au contraire augmente pour détecter en fait un écart et donc un passage dans lequel le robot pourrait s'engouffrer. Pour ce qui est de la fonction rectifier trajectoire, cette fonction prend en paramètre les mesures effectuées préalablement par la fonction mesurer distance et les analyse de façon à savoir quel moteur elle doit ralentir pour respecter sa condition d'éloignement au mur. Donc soit le robot peut avoir pour ordre de frôler le mur droit, le mur gauche ou de rester centré par rapport aux deux murs et va donc ralentir un moteur ou l'autre pour dire de faire légèrement décaler le robot. Nous allons donc en rester là pour la partie programmation de cette présentation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.